Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 octobre 2018 et euh, je continue ma lecture de Socrate par Claudius Pia. Donc nous étions sur le connais-toi toi-même qui ne peut souffrir d'exception. Il est la première et la plus inviolable des lois. Tout le reste en dépend, selon Socrate. Voilà, je crois, ce que l'on peut dire de plus saillant au sujet de la méthode socratique. On a connaît maintenant le but, la forme, le fond logique et l'esprit. Reste à savoir ce qu'elle vaut et quelle influence elle a exercée sur le développement de l'esprit humain. Ce qui frappe tout d'abord, c'est qu'elle reste inachevée. Elle a des lacunes et les contours n'en sont pas suffisamment arrêtés. Socrate cherche des concepts, mais il ne se demande point quel est le rapport de ces formes de l'esprit avec la réalité. Il ne paraît pas avoir soupçonné le grand problème, le problème fondamental de l'harmonie de la pensée avec les choses. Socrate se fonde sur des synthèses rationnelles, mais il ne se pose pas la question de savoir comment nos idées s'emboîtent les unes dans les autres. Quelle est la nature du point d'attache en vertu duquel elles s'évoquent mutuellement sous le regard de la conscience. Et c'est de là, cependant, que dépend toute la valeur de notre savoir. De plus, l'induction et la déduction, au point où Socrate les a laissées, ne sont encore que des ébauches où la spontanéité du logicien tient presque autant de place que la théorie. Enfin, ces divers procédés ne peuvent guère avoir d'efficacité qu'en morale. Dans les recherches d'ordre moral, en effet, il est assez naturel de partir de l'idée au lieu de partir du fait. C'est lui qui est en question. Aristide ne m'est pas donné comme vertueux. Je me demande si je dois le déclarer tel, écrit Socrate. La conduite que je dois, non, pas écrit. La conduite que je dois tenir pour observer la piété ne m'est pas donnée. Elle est à venir, elle n'est que possible. Et comment la déterminer si ce n'est en parlant de l'idée générale de la piété? Dans les sciences de la nature, la marche est inverse. On s'élève du particulier au général, des manifestations de l'être aux lois qui les régissent. C'est par les faits que l'on commence. De plus, ces faits, dont tout le reste dérive, qui sont plutôt la matière que l'objet des sciences physiques, on ne les étudie pas à travers les discours des hommes, on ne se préoccupe pas de déterminer la notion que le vulgaire peut en avoir. On a recours, pour les connaître, à l'observation directe. Le savant ne se fie qu'à ses yeux, il veut constater par lui-même. Enfin, les faits, une fois donnés, le savant les traite moins par l'analyse rationnelle que par une sorte d'analyse physique. Il leur impose toute une série d'épreuves pratiques qui lui suggèrent des hypothèses qui, à leur tour, lui suggèrent d'autres épreuves de même nature et d'une précision croissante. Et il continue cette chasse à l'inconnu jusqu'à ce qu'il découvre soit une loi, soit une explication problématique qui semble ne pouvoir être dépassée. La méthode de Socrate n'est donc pas appropriée de tout point aux sciences expérimentales proprement dites. Et il paraît s'en être aperçu, car il se borne presque toujours aux questions qui concernent l'éthique. De temps à autre, il jette un regard curieux sur les phénomènes du monde matériel, mais il ne s'y appesantit pas et se met de rechef à raisonner du bien et du beau. Malgré ses défauts qui sont très naturels, vu le temps où vivait Socrate, sa méthode n'en a pas moins été le commencement d'une ère nouvelle. D'abord, il est le premier qui eut l'idée de procéder d'après des règles définies d'avance, et cette découverte est d'une portée considérable. Elle symbolise la prise de possession de la pensée grecque par elle-même. Héraclite, Parménide, Démocrite, tous les vieux chercheurs se sont tournés d'emblée à l'étude de la nature, suivant en cela la même tendance que les poètes des premiers âges. Leur esprit s'est bandé
aux objets et avec tant de force qu'il s'y est oublié lui-même. De là leur manque de psychologie, de là leur confiance aussi absolue que naïve dans la raison, dont ils ignoraient les lois et la portée. Avec Socrate, tout se modifie. C'est l'étude du sujet qui prend la première place. Les rôles sont changés. On passe du dehors au dedans, de la recherche instinctive à la recherche réfléchie, et par là même du point de vue dogmatique au point de vue critique. En outre, la théorie des concepts a clos la période des négations et prépare la découverte d'un dogmatisme nouveau, à la fois plus large et plus profond. Depuis longtemps déjà dominaient deux grandes théories que l'on regardait comme absolument irréconciliables. Ceux-ci ne voyaient que l'un et niaient le plusieurs, ceux-là ne voyaient que le plusieurs et niaient l'un. Et cet exclusivisme s'était traduit à la longue par un doute radical dont on ne savait comment sortir et qui aboutissait aux doctrines morales les plus brutales et les plus dangereuses. Et moi aussi, dans la mécanique universelle, je m'acharne à réconcilier tous les irréconciliables. L'un et le plusieurs, entre autres, etc. Socrate est venu démontrer que l'un et le plusieurs sont deux aspects de la réalité qui peuvent se réunir dans un point de vue supérieur. Que l'on cesse, est-il venu dire, de s'en tenir systématiquement à un seul côté des choses, qu'on s'efforce de les tourner et retourner, qu'on apprenne à les envisager sous leurs faces diverses, et l'harmonie fera place à la contradiction. Alors est-ce que le cubisme est parvenu à mettre de l'harmonie à la place de la contradiction, puisqu'il regardait sous toutes les formes? Le moyen de fonder le savoir, c'est de le rendre plus compréhensif. Et ce langage n'a pas été stérile. Il a provoqué et la science de Platon et celle d'Aristote. Voilà, nous sommes arrivés à la page 130. Et c'était le chapitre sur la méthode. Nous passons au chapitre 6, l'éthique. Ce serait se méprendre que de chercher dans la philosophie de Socrate un idéal de vie complet. Il s'en est tenu même en morale à son rôle de semeur d'idées. Mais on ne peut dire qu'il a dialogué sur toutes les questions fondamentales de l'éthique. Évidemment, je me demande si on peut réellement travailler les deux, c'est-à-dire la recherche conceptuelle du pourquoi, de l'humanité, etc., et faire une recherche faire une philosophie, un idéal de vie complet, faire de la philosophie un idéal de vie complet. Je pense que c'est difficile. Il y a les philosophies qui sont de l'expérimentation pour apprendre la sagesse, les techniques de sagesse, et qui préconisent le bien vivre, quoi. Et bien justement, par exemple, les philosophies de Plotin ou d'Épicure, d'une certaine façon, et plus près de nous, les philosophies qu'on pourrait dire, par exemple, justement de Michel Onfray, dont je viens de parler dans le chapitre précédent. Et puis, il y a les philosophies qui visent à comprendre la mécanique universelle,
à comprendre la logique de l'humanité, à essayer de comprendre le sens de l'humanité. Et c'est deux façons de plonger dans quelque chose. Un côté qui est tourné vers pour soi, ou pour le bien-être, on va dire, et puis un autre côté qui veut résoudre les questions existentielles. Et on peut pas, je pense pas que ça soit facile. C'est possible, hein, parce qu'en fait, on peut, mais pas en même temps. Voilà. Par exemple, si je voulais maintenant développer une nouvelle branche à la mécanique universelle, en disant, en m'appuyant sur la partie qui est une partie une sorte de philosophie de l'histoire, une philosophie qui amène comment ça s'appelle déjà, c'est comme Hegel, c'est un système, voilà, une philosophie à système qui amène un système. Et derrière, évidemment, je pourrais, par exemple, en m'appuyant sur cette philosophie, sur la mécanique universelle, dire qu'en fait, pour être bien, il suffit de bien comprendre que, par exemple, dans la mécanique universelle, je dis que tout est bien dans le meilleur des mondes et que c'est comme ça que tout ce qui se fait devait se faire ainsi. Donc il n'y a rien qu'il ne faut plus jamais s'en vouloir, qu'il ne faut pas s'en vouloir. On a commis des erreurs sur l'éducation, par exemple. Moi, je me rappelle que au tout début, justement, ce qui m'a conduit à l'état d'extase, qui est un état de sagesse absolue, mais qui peut rester longtemps, malheureusement, j'ai perdu toute cette sagesse et je suis redevenu aussi l'inverse du sage, je ne sais plus quel mot on pourrait dire, mais enfin à l'inverse, qu'avant. Mais je suis tombé dans cet état d'extase juste en ayant la conviction viscérale que tout ce que j'avais fait dans la vie, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et même les erreurs que j'avais connues en m'occupant de mal de mes enfants, en n'étant pas bienveillant, voilà, en ne sachant pas. Et ben j'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais pas faire autrement, qu'il devait se construire comme ça, comme moi je m'étais construit avec les violences que j'avais subies, etc. Et que c'était comme ça. Voilà, on essaye tous de faire le mieux possible et on fait tous des erreurs, quoi. Et même le pire, même celui qui va voler, il ne peut pas faire autrement. Et il voudrait bien essayer sans doute de s'épanouir autrement, mais il ne peut pas, voilà. Donc, il suffit d'admettre et de faire le mieux possible, d'essayer de coller le mieux possible avec son niveau de conscience à faire du bien, à faire le bien le mieux possible, et ne pas s'en vouloir de ce qu'on a fait, quoi. C'était parfait. Et à ce moment-là, on se sent vraiment bien, quoi. Donc ça pourrait être une philosophie de l'expérience aussi. Philosophie qui permet de se qui permet de s'épanouir. C'est curieux. Voilà. Bon, j'attaquerai cet autre chapitre la prochaine fois. Là, je sature un peu et donc je vais, je pense, m'arrêter là. Ça fera une petite vidéo de 14 ou 15 ou 16 minutes. C'est pas beaucoup. Et pardon, il y a une bonne fatigue qui est là après ma journée de travail dans la maçonnerie.
À bientôt.